ye aya ya munu ngoma ya Kongo yibwije mfumo ya Kongo itakala tata mudikati mfumo yandika banza kati Kongo dombera tata ndi mufofwa etala kwake monda zole jiwiri wenanita yiga bilumbu zekani dialogue zeka referendome yepilu fasi izata salusambwe mfumu nzambi mwendo ni muna mwendo tarakani mbutu bana mbaya mfumu za Kongo za tele tata beno na mbaya bungu mbaya kukongo kayena ya zonoko nibasati mikande wasa toko bana mbaya wena pake plus 5 toko bana mbaya na kwakwe toko bayenda kujuresese nabayenda kuyumani nabayenda kuyulugari nabayenda kututata mutu nchete mpashi yepilu fasi izata salusambwe mfumu nzambi tufatikiri mukorele na korela katutabu tukukorelako yeba mfumu kukongo batele taseno chikorela bungu chikorela kukongo kachena. Bonjour peuple congolais, nous sommes le 19 septembre 2020. Ici c'était Congo, le Congo des T travailleurs, le Congo des T technocrates, le Congo des T tranquillité, le Congo des T transfert. Chers compatriotes, comme prévu, nous voici dans la deuxième vidéo pour l'étude sur la conférence nationale BIS. Dans cette deuxième vidéo, nous parlerons de la conférence nationale Un rêve des Congolais, des initiatives à la conférence nationale souveraine, l'après-conférence nationale souveraine, jugement sur la conférence nationale souveraine, exigence des États généraux de la conférence nationale souveraine, alternative après la conférence nationale souveraine, la démocratie, fut-elle un mort-né ou un échec d'un processus? Questionnement sur la conférence nationale souveraine, nécessité de la conférence nationale BIS, une nécessité que nous verrons sur la forme et sur le fond. Par la suite, nous parlerons des faits contraignants pour la conférence nationale BIS, des faits que nous allons étudier sur le plan institutionnel, sur le plan politique, économique et militaire. Et enfin, nous allons vous présenter un tableau comparatif d'évaluation de questionnement de la conférence nationale souveraine versus conférence nationale BIS. Peuple congolais. Voilà donc ce qui fera le contenu de notre vidéo. Alors, la conférence nationale souveraine. Rêve des Congolais. Certains se sont amusés et ont voulu présenter la conférence nationale souveraine comme un mauvais outil ou une très mauvaise idée. Des Congolais de grande notoriété avaient contribué à l'organisation de cette très grande assemblée. Les résolutions adoptées à l'issue de cette grande rencontre nationale ont été très appréciées par tous les Congolais à l'exception justement de ceux ou celles qui n'y trouvaient pas leur compte. La conférence nationale souveraine a donné à la nation congolaise une constitution impersonnelle, c'est-à-dire une constitution non taillée sur mesure pour une personne donnée. Malheureusement, les esprits mal intentionnés ont vite fait de briser cette grande avancée démocratique et dévoyer des bonnes résolutions qui n'y avaient été prises. On ne sait d'ailleurs pas pour quelle raison. La conférence nationale peut être identifiée à un processus d'alternance politique. Cette initiative intervient souvent avant la période de transition, qui elle-même fait suite à des phases de violence, de prédation, de vol, de concussion, de prostitution politique, d'assassinat, de coup d'État, de violation de règles démocratiques.
La démocratie, au-delà des vertus qu'elle peut présenter, est un système qui a eu du mal à s'accommoder de la réalité congolaise. Après plus de 25 ans d'années de monopartisme, le verdict des urnes était une pratique difficilement acceptable par une classe politique depuis longtemps trempée dans la culture de l'unanimisme. Voilà donc au peuple congolais comment l'arrivée de la conférence nationale a été vue par les Congolais. Alors, quelles sont donc les initiatives qui sont à la base de la conférence nationale souveraine? Avec le vent soufflé depuis la réunion de Bôle avec le président français François Mitterrand qui conditionnait l'aide aux pays africains à l'instauration de la démocratie et du vent du perestroïka avec Gorbatchev, eh bien ce vent n'avait pas épargné le Congo. Après le Bénin, le Congo est le second pays africain francophone à organiser une conférence nationale souveraine dont le but essentiel était de changer de fond en comble les institutions jusque-là dominées par un parti unique marxiste-léniniste dirigé par des militaires. La diaspora congolaise, déjà en quête de solutions, était en avance par rapport au régime de Brazzaville. Elle avait déjà sillonné toute la France pour expliquer aux Congolais la nécessité d'organiser une table ronde. La diaspora, très active, autour de maître Alphonse Moudileno Massengo et Kondi Akala, Modeste Boukadia, Tony Moudilou, Lazare Massengo, dès 1988, avait lancé l'idée de la conférence nationale. Une conférence appelée Table Ronde qui deviendra par la suite la conférence nationale souveraine. Ce laborieux travail de la diaspora sera transmis comme témoin de relais à M. Bernard Kolela, Tisser Chikaya, qui constituait à l'époque l'opposition interne au pays. Bernard Kolela va faire 2 lettres ouvertes adressées à M. Denis Sassou Nguesso. La première sera datée du 7 novembre 1988 et la seconde du 20 novembre 1989. Les copies seront envoyées à la sécurité d'État et aux ambassadeurs accrédités au Congo. Bernard Kolela était conscient en ce moment-là du danger dont il était exposé. Dans sa première lettre, M. Bernard Kolela considérait que les propositions qu'il faisait constituaient sa contribution à la suppression de la crise que traversait le Congo. Il va indiquer que le remède n'est pas seulement économique ou financier, mais aussi socio-culturel et moral. Alors pour résoudre cette crise multiple, Bernard Kolela pense que la solution passe obligatoirement par une rencontre entre tous les fils et filles du pays, toutes tendances politiques confondues. Il va donc tendre la main à M. Denis Sassou Nguesso pour instaurer une structure de dialogue franc et direct où tous les Congolais représentant les courants politiques du pays devaient donc se retrouver autour d'une seule et même table. Sont obtenus de suite de sa première lettre, eh bien M. Bernard Kolela va donc expédier une deuxième lettre, comme je l'ai dit, datée du 20 novembre 1989. Il va donc récapituler sa lettre en 6 points, tout en insistant en soulignant certains passages. En résumé, sa lettre pouvait se résumer ainsi. 1. Libérer tous les détenus politiques, ceux déjà condamnés et ceux gardés sans jugement pour détendre le climat. 2. Organiser la table ronde nationale. Rien ne peut se faire sans adhésion de tous. Sans un capital de confiance et de légitimité, il ne faut pas écarter les débats. Le salut du pays passe par là. 3. Créer une véritable commission d'enquête sur les détournements des deniers publics, des biens mal acquis et l'enregistrement illicite. Elle sera composée de membres du PCT,
et des personnages indépendants du PCT. Elle sera créée par décret qui précisera ses prérogatives et garantira sa sécurité. Elle jouira d'un pouvoir de décision, sera souveraine en la matière et ses décisions seront sans appel. 4. Démocratiser le régime en engageant le pays dans la voie des réformes politiques. La voie du multipartisme qui pour notre pays et à la lumière de la situation actuelle est un passage obligé. 5. Procéder à la formation d'un gouvernement d'union nationale où seront représentées toutes les régions du pays. 6. Rendre au peuple sa liberté d'opinion et de presse, de respecter et d'organiser les droits de l'homme, conformément à la charte de l'ONU et à la charte africaine des droits de l'homme. Alors, tous ces points proposés par M. Bernard Kolela seront repris plus tard et adoptés par M. Denis Sassou Nguesso et seront entièrement partagés par la CSC, les partis politiques et les autres forces en préparation de la conférence nationale souveraine. En janvier 1990, M. Denis Sassou Nguesso va donc monter une commission ad hoc chargée de réfléchir aux changements en cours venant justement des pays d'Europe, avec la réunion de Bâle pour étudier quelle devait être l'implication directe au niveau national. Début juillet 1990, le comité central du PCT décide de la séparation du parti et de l'État, définit le multipartisme comme un objectif à atteindre après une phase de transition et accorde une plus grande liberté aux citoyens dans la vie quotidienne. Sassou va alors convoquer à son palais le bureau syndical et s'efforce de recadrer justement les membres, le bureau de la CSC. Mais en vain, M. Denis Sassou Nguesso va donc suspendre le congrès de la CSC et dissout le comité directeur. Il nomme à sa place une direction provisoire. Le secrétaire général de la CSC à l'époque, Jean-Michel Bokamba Ngouma, réplique en appelant les travailleurs et les fonctionnaires à une grève générale. Celle-ci sera suivie par tous les travailleurs et les fonctionnaires. Sassou va donc demander à l'armée d'aller mater les dirigeants syndicaux, sauf qu'il va se heurter au refus du chef de l'État, major général des FAC à l'époque, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Au bout de 3 jours de paralysie générale du pays, M. Sassou Nguesso est donc contraint de céder. La CSC peut reprendre alors son congrès et le pouvoir lui donne satisfaction sur toutes ses revendications. En décembre 1990, le congrès extraordinaire du Parti congolais du travail met fin officiellement à la primauté du parti sur l'État et abandonne le marxisme comme idéologie. Le 8 janvier 1991, M. Louis-Sylvain Ngoma est nommé Premier ministre. Il sera chargé de former un gouvernement d'union nationale pour assurer la transition vers la démocratie et préparer une conférence des partis chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Devant le refus de la classe politique à souscrire à cette démarche de la conférence des partis, M. Sassou Nguesso s'incline et annonce la convocation d'une conférence nationale. Le 25 février
1991 va donc avoir l'ouverture de la conférence nationale, réunissant 1200 délégués composés essentiellement des représentants des partis politiques, ONG, fondations, associations, confessions religieuses, administrations et structures politiques, forces de l'ordre et des individualités. Le 12 mars 1991, le monseigneur Ernest Nkombo est élu président de la conférence nationale. Au cours d'une séance des sages dirigée par le doyen d'âge Hyacinthe Bakanga, âgé à l'époque de 70 ans. La conférence nationale se déclare souveraine, devient donc conférence nationale souveraine. Le 1er avril 1991, pour question de transparence, certains conférenciers, tels que Modeste Boukadia, Jean-Claude Mayimambemba, exigent la démission du chef de l'État et du gouvernement. Malheureusement, le monseigneur Ernest Nkombo s'y oppose en ces termes, nous citons. Nous ne sommes pas venus faire un coup d'État. Le chef de l'État et le gouvernement ne devraient pas démissionner. Fin de citation. Mai 1991, M. André Milongo Nsatoabantu est élu Premier ministre de la Transition. Il bénéficie des prérogatives de chef de force armée et il est le président du Conseil des ministres. Le 10 juin 1991 sera la fin historique de la conférence nationale souveraine. Elle sera marquée de manière symbolique et traditionnelle par le lavement de mains. Mais l'histoire retiendra que la conférence nationale souveraine avait adopté 210 actes à caractère contraignant. Les travaux de la conférence nationale souveraine avaient duré 4 mois pour un coût approximatif de 3,5 milliards de francs CFA. En outre, elle avait enregistré 268 déclarations des délégués, montrant ainsi l'esprit démocratique qui avait prévalu tout au long des travaux. Au cours de ce rassemblement politique, les 1200 conférenciers décidèrent de rompre avec l'autoritarisme du système communiste qui avait privé le peuple congolais de liberté fondamentale de 1963 à 1991. Les conférenciers exigèrent à cet effet d'engager le pays dans la voie de la démocratie pour l'épanouissement des libertés individuelles. En effet, l'idéologie marxiste-léniniste avait fait, par exemple, de la propriété des biens publics un droit exclusif à l'État. La conférence nationale souveraine avait mis en place une structure de transition avec 3 organes selon le schéma défini par l'acte fondamental de la conférence. On pouvait donc citer le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre André Milongo, le président du Conseil supérieur de la République, organe composé de 153 membres faisant office de l'Assemblée délibératrice de transition, dirigée par le monseigneur Ernest Nkombo. Alors, quels sont les après-conférences nationales souveraines? Il sera mis en place une transition, une période qui sera très tumultueuse, très agitée et courte. Le Premier ministre André Milongo n'a pu mettre en exécution les recommandations de la conférence nationale souveraine et faire asseoir des institutions fortes de la démocratie. La démocratie va donc connaître un coup. Ce nouveau-né aura du mal à marcher, à grandir et finalement trouvera la mort. La démocratie va apparaître comme source des conflits. En réalité, ce sont des dirigeants, par leurs égos personnels, qui n'ont jamais voulu respecter des principes et des règles démocratiques. L'élection à la présidence de Pascal Lissouba, avec l'alliance de contre-nature signée avec le PCT,
va faire apparaître le non-respect des règles démocratiques. Cela va entraîner par la suite dans le pays une flambée de violence jamais connue depuis l'indépendance, avec pour conséquence 3 guerres civiles et avec plus de 3000 morts. Les Congolais, qui attendaient le retour de la démocratie depuis 1963, venaient une fois de plus perdre ce luxe de liberté, de justice et de paix. Aujourd'hui, 29 ans se sont écoulés depuis que s'est tenue la conférence nationale souveraine au Congo. Avec le temps qui ne suspend pas son cours, les participants à la conférence nationale, chacun selon son destin, ont eu un itinéraire dans la vie. Les jeunes ont pris de l'âge, les adultes ont vieilli et beaucoup ont quitté ce monde. La majeure partie des maux dont souffrent les Congolais, soulevés lors de la conférence nationale, demeurés historiques par leur éclat et leur rendement, sont encore présents, figés comme des monuments. Avec des taux de croissance différents selon les cas, n'ayant jamais trouvé de solution durable dans l'intérêt des populations, les maux continuent encore de faire des dégâts. De cette conférence nationale, plusieurs commissions de travail ont été créées, mais 3 de ces commissions qualifiées spéciales pour leur contenu sensible ont retenu notre attention parce que jugées pertinentes. Ce sont les commissions assassinat, la commission rapatriement des fonds et la commission des biens mal acquis, crimes économiques et financiers. Les 3 n'ont pu faire aboutir leur délibération en raison des contingences morales et politiques de l'époque où la présidence de la conférence privilégierait l'apaisement dans le pays. Conséquemment, le gouvernement qui se sont succédés au Congo depuis la conférence nationale n'ont donné la preuve de la moindre volonté politique de s'arrimer à la préoccupation de la conférence nationale sur des problématiques de ces commissions ad hoc. Ainsi, jusqu'à ce jour, aucune somme d'argent n'a été rapatriée des paradis fiscaux et des banques étrangères, où des fonds auraient été déposés par des tenants du pouvoir. Le Congo traverse une passe socio-économique difficile, et cela devient récurrente l'exigence patriotique de ramener dans les caisses de l'État l'argent du peuple détourné et planqué à l'étranger par des dignitaires des régimes. Quant au sujet douloureux des assassinats politiques, il reste entier, toujours teinté d'odeur de sang. Les années qui passent n'en adoucissent pas cette odeur nauséabonde. Le mystère continue à planer. Au grand désespoir des familles de victimes, dont certains membres se sont allés sans avoir connu les causes de la disparition de leurs proches. Quant aux biens mal acquis, crimes économiques et financiers, ils poursuivent allègrement. Et prennent de l'ampleur et dans l'impunité et l'indifférence totale du pouvoir public, en début de quelques proclamations d'intention de s'attaquer aux antivaleurs. Pour l'histoire, il est à noter que l'incompréhension entre ces commissions ad hoc et la présidence de la conférence nationale sur la manière d'atteindre les objectifs édictés par les conférenciers sur ces questions demeure le motif majeur du statu quo actuel. Ces 3 commissions ad hoc, qui misaient sur leur mutation en structure autonome d'investigation, au-delà de la conférence nationale pour poursuivre leurs enquêtes, dans le respect des lois établies, se sont heurtés au refus au régime Lissouba, qui avait décidé n'appliquer que le programme de l'UPADES. Alors, quel jugement peut-on donc faire pour la conférence nationale souveraine?
Eh bien, la conférence nationale souveraine s'est définitivement inscrite dans l'histoire du Congo. L'histoire d'hier se poursuit encore aujourd'hui. Les contempteurs d'hier sont devenus des laudateurs d'aujourd'hui. Les alliés d'hier sont désormais des adversaires d'aujourd'hui. Le compromis politique évoqué par certains intervenants ne reposant pas sur une ligne de rupture idéologique a très souvent débouché sur la compromission verbale. L'homme ne se définit pas par ses rêves, ni par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait et par ses actions. Si pour certains Congolais, la conférence nationale souveraine est définitivement tournée, ses souvenirs sont encore présents. Ces légendaires retournements. Quel jugement peut-on porter pour la conférence nationale souveraine? Quels sont à ce jour les acquis de la conférence nationale souveraine? Quel multipartisme et la liberté attend pour la presse? Certains ont même évoqué la réhabilitation de certains cadres épurés de l'administration ou de l'armée. Une satisfaction pour les bénéficiaires, bien sûr, mais pour les jeunes diplômés, ont-ils trouvé des emplois? Alors c'est là notre préoccupation. Notre préoccupation est le conflit habituel entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Les actes de la conférence nationale souveraine, qui avaient pour but de contribuer au changement d'univers, n'ont jamais été appliqués et sont irrémédiablement frappés par l'obsolescence. Voilà pourquoi on va donc se poser la question, mais qui va les ressusciter? La justice sociale, l'éthique républicaine et le développement national, qu'il était censé accélérer sans rester de vœux pieux, les vertus se perdent dans l'intérêt. Peut-on encore discuter de la conférence nationale souveraine? Eh bien, la réponse est oui. L'épisode de la conférence nationale souveraine est un ensemble de matériaux à la disposition de ceux qui veulent réfléchir sur ce moment de l'histoire nationale. Compromis dévoyé et débravé par la suite. Au bout de 3 mois de travaux, le pays est entré dans la période dite de transition. Nous avons dit, 3 institutions ont été mises en place. La présidence de la République, le Conseil supérieur de la République et le gouvernement, qui furent chargés de conduire la nation vers un régime à démocratie multipartite. La tâche la plus rude et aussi la plus délicate assignée par la conférence nationale souveraine à ce gouvernement fut incontestablement la mise en œuvre des décisions et des actes pris au cours de ces assises historiques. Compte tenu du temps, 14 mois, et des tâches ardues, les 3 institutions n'ont pas parlé le même langage. Et il en a résulté une transition très difficile, malgré la détermination des uns et des autres. Alors, beaucoup de leçons ont été tirées de cette conférence nationale souveraine. Par rapport à cela, doit-on donc exiger des états généraux de la conférence nationale souveraine? Les Congolais ont encore en mémoire l'atmosphère fraternelle et le gain politique acquis de haute lutte à la conférence nationale souveraine, face à un pouvoir quasi absolu de M. Denis Sassou Nguesso. Depuis lors, il considère cette période comme une séquence exceptionnelle et valorisante de l'histoire politique du pays. Cette période est pour eux un repère structurant. Si un hommage international pouvait être rendu par les Congolais pour la conférence nationale souveraine, ce serait certainement donner à la diaspora congolaise l'occasion d'amplifier les rapports de force imposés pour le changement au pays, mais aussi redire l'adhésion majoritaire des Congolais pour cet événement qui avait rassemblé le pays, pour la cohésion fraternelle, placer le Congo sur le chemin du partage,
du consensus politique, de l'unité, du travail et du progrès. Des confidences livrées sur l'esprit de la conférence nationale souveraine et des échanges fructueux au cours des travaux légitiment une orientation politique progressiste qui en appelle à une prise de conscience des Congolais pour la construction d'une figure institutionnelle de sortie de crise de la même envergure et de la même légitimité que la conférence nationale souveraine. Mais au-delà des concertations infantilisantes et irresponsables qui se profilent pour donner à M. Denis Sassou Nguesso des moyens de se maintenir au pouvoir, l'exigence de la convocation des États généraux par une partie des Congolais de l'intérieur et de la diaspora devrait être une obligation historique, sociale, morale et politique. Les États généraux de la nation, sorte de mini-conférence nationale bis, peut sembler ouvrir une perspective de fin de l'ère de M. Denis Sassou Nguesso et inaugurer l'alternance politique et démocratique. Par évidence, tous les Congolais ont fait chacun leurs états généraux de notre pays, parce qu'ils connaissent les maux qui minent notre pays, au vu de la situation qui a été imposée par M. Denis Sassou Nguesso. Donc, au regard des enjeux actuels et de la gouvernance irresponsable et de la situation calamiteuse que lègue M. Denis Sassou Nguesso aux Congolais à la fin de son mandat, le changement attendu et pressant ne trouve son accomplissement que par une alternance pacifique et consensuelle, à l'image de celle acquise au lendemain de la conférence nationale souveraine. Alors, quelle alternative après donc la conférence nationale souveraine de 1991? Si le changement est une seconde nature, il faut reconnaître que le virage du monopartisme au multipartisme n'a pas été accepté comme une seconde nature. Une catégorie de l'homme politique généré du monopartisme a totalement désorienté l'instauration de la démocratie. Seuls les stupides désemparés, les fascistes du PCT, trouvent des déboires de la conférence nationale souveraine. La conférence avait révélé quelques jeunes loups du PCT, mais que sont-ils devenus? Leur subite renommée a fondu comme de la neige au soleil. Ils sont tous revenus dans le rang du pouvoir actuel et contribuent à la destruction de notre pays. Ils n'ont pu accéder à une notoriété nationale durable. Pour preuve, les institutions constitutionnelles sont en général dirigées par des leaders installés, nommés par décret présidentiel, qui ne peuvent se déclarer des démocrates. Au-delà des ratés, au-delà des querelles politiciennes et des jugements des valeurs à géométrie variable, la conférence nationale souveraine a pour essentiel le mérite de, premièrement, 1. Opérer un choix politique clair en faveur de la démocratie pluraliste, multipartisme, élections compétitives et régulières, multisyndicalisme, respect des droits de l'homme et garantie des libertés fondamentales. 2. Condamner en conséquence la prise et l'exercice du pouvoir par la force sous toutes ses formes, érigées en normes sacrées de la République, l'état de droit ainsi que le règlement des conflits politiques exclusivement par le dialogue et non par la violence. 3. Vider le perpétuel contentieux de la forme de l'État, du régime politique et de gestion administrative régionale qui divise les Congolais sous l'éthique ethnique. Un consensus incontestable doit être dégagé sur l'autonomisation constitutionnelle des régions. 4. Adopter le principe de redimensionner les entités administratives actuelles du pays par un nouveau découpage territorial en vue d'une gestion rationnelle de l'espace vital national, du rapprochement de l'État des citoyens et d'une meilleure démocratisation à la base. 5. Opter pour l'économie sociale du marché
comme un système économique à la place du libéralisme prôné par le régime de M. Denis Sassou Nguesso. 6. Réunir, à travers les rapports des différentes commissions, les matériaux nécessaires à l'élaboration des projets de société et des programmes gouvernementaux par les acteurs politiques. Tous ces acquis étaient le fruit d'une lutte ardue contre certains pesanteurs qui avaient entravé la conférence nationale souveraine d'un bout à l'autre par le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Mais certains pesanteurs ont joué de leur poids sur ces acquis et comptabilisé au passif de la conférence nationale souveraine. On peut énumérer 1. L'ambiguïté de la nature de l'institution qui s'était voulu à la fois une constituante, un tribunal populaire et une tribune de propagande électorale. Pour les uns, la conférence nationale souveraine déclenchait donc la révolution contre l'ordre établi. Pour les autres, elle ne devrait se limiter qu'à jeter les bases des réformes démocratiques pacifiques. Aussi va-t-elle éprouver de la peine à échapper au règlement des comptes, aux luttes de positionnement et aux stratégies de récupération. Tantôt par le blocage, l'intimidation et la corruption de la part du pouvoir, tantôt par le jeu des majorités arithmétiques automatiques sur des questions déterminantes et de l'exploitation politicienne par l'opposition des commissions sensibles, dans celle des biens mal acquis et des assassinats politiques. 2. L'élargissement excessif du champ du débat politique regroupant à la fois l'histoire nationale et l'élaboration d'un projet de société multisectoriel. Dans ce sens, la conférence nationale souveraine ressemblait au congrès d'un parti comme le PCT sous le sprime du monolithisme et de l'unanimisme qu'il fallait à tout prix obtenir dans tous les domaines. 3. La fixation quasi obsessionnelle des débats sur la personne de M. Denis Sassou Nguesso, pièce maîtresse du jeu politique, dont le spectre n'avait pas cessé de hanter les conférenciers. 4. L'hostilité du pouvoir et le manque de soutien de la hiérarchie militaire demeurent fidèles au général Denis Sassou Nguesso. 5. L'absence des garanties réelles et sincères de bonne fin de la conférence nationale souveraine par l'engagement de M. Denis Sassou Nguesso avec son « j'assume » de l'exhortation de Monseigneur Nkombo avec son « plus jamais ça » par la cérémonie de lavement de main, par la journée de réconciliation le 10 juin, par la journée de nettoyage des cimetières, de forêts de l'unité nationale et de trains de paix. Autant de leçons marquées et tirées par des Congolais de cette conférence nationale souveraine, mais qui, au final, n'ont pas servi à grand-chose. La démocratie. La démocratie fut-elle un mort-né ou un échec d'un processus au Congo-Brazzaville? De 1992 à 1997, période du mandat du premier président élu par suffrage universel direct, dans la foulée du processus de démocratisation des régimes africains, l'expérience congolaise a connu successivement 2 grands conflits politico-ethniques qui ont endeuillé le pays et marqué un arrêt brutal de son processus. Le Congo s'est écarté de ce qui est devenu une logique d'accession au pouvoir en Afrique, les urnes retrouvant ainsi la pratique qui a caractérisé sa vie politique depuis plus d'un quart de siècle. Mais une analyse plus approfondie de la vie politique congolaise a permis de constater que la prise de pouvoir par les armes s'était inscrite dans la continuité des pratiques de violence qui n'ont cessé d'accompagner l'histoire du Congo. Comme toute alternance par la force, le nouveau pouvoir a procédé à l'abolition systématique de toutes les institutions démocratiques issues
de la vague des élections de 1992 à 1993, remplacées par des institutions nommées. En sorte, la démocratie, appelée de tous les vœux par l'élite politique congolaise, est aujourd'hui victime de sa réalité plurale. De 1990 à 1997, le Congo, notre pays, a essuyé 2 grands conflits qui finalement ont eu raison sur la démocratie. Si la nouvelle donne de la vie politique peut paraître surprenante au moment où la démocratie est en train de s'imposer comme le modèle politique de référence, la réalité politique actuelle n'est que la suite logique de la culture de violence caractérisée dans le pays. Désormais, l'accession au pouvoir est perçue comme une compétition entre les différentes communautés régionales. Les populations s'organisent ethniquement autour de leur leader. On comprend actuellement que la démocratie au Congo soit vouée à l'échec, car la compétition entre forces sociales et politiques qu'elles étaient censées traduire a été surplantée par la politique de 5D dont nous avons développé dans des vidéos précédentes, initiées par M. Denis Sassou Nguesso. Le Congo a fait sien l'argument selon lequel la démocratie disparaît dans un pays où l'esprit de construction est toujours en opposition constante à celui de destruction et la logique de la concession à celle du fanatisme violent. À la lumière de tout ce qui précède, à la lumière de tout ce que nous venons de dire, il convient de dire que la démocratie à l'heure actuelle n'a pas permis de solutionner la question nationale au Congo. Le bilan de ces 30 dernières années d'expérimentation permet de confirmer cette prise de position. Doit-on imputer des bouleversements de la vie politique à un système qui aujourd'hui est en train de se réaliser dans des autres horizons, qui, au vu d'un constitutionnalisme comparé, se rapproche du cas des Congolais? Dans un contexte international caractérisé par l'effervescence des forces enthousiasmées, de paix et de contexte national particulièrement sensible, la démocratie a finalement été victime des acteurs politiques chargés de l'animer. Institué dans l'accalmie, le processus démocratique s'est fait sans accroc et sans effusion de sang. Mais sa pérennisation n'a pas obéi à la même logique du fait de la non-prise en compte des 2 facteurs qui s'avèrent très importants dans la réalité congolaise. Il s'agit de la polyethnicité de la société congolaise et les pesanteurs de 25 années du parti unique. Les turpitudes sociopolitiques qu'a connu le nouveau système et avec elle, son abandon définitif montre combien un système, aussi parfait soit-il, ne vaut que par la qualité des acteurs chargés de l'animer. C'est ainsi que, sans avoir à énumérer de manière exhaustive l'ensemble des données qui ont précipité l'échec de la démocratie et sa substitution par un régime militaire, nous pouvons souligner le fait que le manque de l'insuffisance de culture démocratique a été d'un apport déterminant. Ceci s'est caractérisé par des violences répétées des textes en vigueur. Nous pouvons les citer. 1. Le non-respect de l'acte fondamental qui conditionnait la prestation des serments du président élu par l'installation définitive des institutions élues. 2. Le grand retard dans la mise en place des institutions qui, au regard du pouvoir, n'avait présentement aucun intérêt. Par exemple, le fait que le Conseil constitutionnel n'ait été mis en place qu'en 1997, soit 5 ans après l'adoption de la Constitution de 1992. En quelque sorte,
de 1992 à 1997, eh bien, notre pays a fonctionné sans institution, ou presque. 3. Les violations répétées de la Constitution se sont également manifestées par la place accordée aux mesures exceptionnelles. 4. Le président élu, Pascal Lissouba, qui était censé appliquer les résolutions de la Conférence nationale souveraine, s'était résolu d'appliquer le programme de l'UPADES, soi-disant pour lequel il avait été élu. On peut souligner également que durant ces 5 années d'expérience démocratique, dont les retombées se poursuivent jusqu'à ce jour, cette période s'inscrit comme la plus sombre de l'histoire de notre pays. Car le pays, bien que démocratique, aura connu en 5 ans plus d'agitation que de 60 années après l'indépendance. En plus de ces conflits, le pays a connu plus de 5 échéances électorales. Une conférence nationale, une élection d'un premier ministre, une transition, une dissolution de l'Assemblée nationale, une élection présidentielle et une reprise du pouvoir par les armes, etc. Une histoire que le pays ne pourra se targuer. Et c'est pour autant l'occasion de mettre en cause ou encore de convenir du fait que le processus démocratique était antinomique, ou mieux en opposition avec le caractère plural de la société congolaise. En considérant que le postulat selon lequel être antinomique, c'est être en contradiction, en opposition. La réponse à cette question nous permet de dire que la diversité ethnique, dans le cas particulier du Congo, n'a jamais été un frein à l'instauration d'un système politique, quel qu'il soit, ou mieux, n'a jamais été un obstacle à l'instauration d'une démocratie. Il faut reconnaître que ce n'est pas l'ethnie en tant qu'ensemble d'individus ou identité ayant des valeurs communes qui compromet la participation effective des populations dans la région des biens publics. C'est plutôt l'individu politique qui a compromis la démocratie. D'où donc la nécessité d'un nouvel homme politique, d'un nouveau Congo autonome de ces régions, d'un nouveau leader politique pour notre pays. Puisque nous sommes en train d'examiner le moyen qu'on appelle la conférence nationale BIS, alors, au regard, ou bien dans l'idée, dans les pensées de ceux qui l'ont proposé comme moyen, ils se disent que ce moyen doit naître des centres de la conférence nationale souveraine que nous venons d'étudier. Pour se donner des éléments de comparaison, on s'est donc permis de faire un questionnement pour la conférence nationale souveraine pour simplement résumer cette conférence nationale. Alors nous nous sommes posés 10 questions. 1. Lesquels qui avaient initié la conférence nationale souveraine? La réponse, c'est l'opposition, le syndicat et la diaspora. Question numéro 2. Pourquoi avait-on organisé la conférence nationale souveraine? Réponse. C'est parce que c'était déjà la mode en Afrique. Et en plus, la France en avait fait un critère pour l'aide financière. L'opposition avait également fait aussi une pression pour trouver des solutions sur des situations politiques, économiques, financières et tribales qui gangrénaient déjà notre tissu social. Rappelez-vous des lettres
qu'avait écrit M. Bernard Kolela. 3. Comment avait été organisée la conférence nationale souveraine? Réponse. Mais la conférence nationale souveraine était sous le patronage du présidium de du monseigneur Ernest Nkombo. Et là-dedans, il y avait des commissions qui avaient été mises en place. Les commissions étaient la plupart présidées par des conférenciers qui n'étaient pas membres du Parti congolais du travail. En plus, il y avait des séances qui avaient été tenues. 4. Quand est-ce qu'avait été organisée la conférence nationale souveraine? Réponse. La durée de la conférence était pratiquement de 4 mois. En termes de date, ça a commencé le 25 février et ça avait pris fin le 10 juin 1991. 5. Où est-ce que la conférence nationale s'était donc tenue? La réponse, eh bien la conférence nationale s'est tenue à Brazzaville. 6. Quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour cette conférence nationale souveraine? Réponse. L'armée, la police, la gendarmerie assuraient la sécurité des conférenciers. L'armée et donc la police étaient disposées pour assurer la réussite de cette conférence nationale souveraine. 7. Quels sont les partisans qui avaient pris part à cette conférence nationale souveraine? Réponse. C'était toutes les forces vives de la nation qui avaient participé à cette conférence nationale souveraine. On pouvait compter plus de 1200 conférenciers. 8. Quel était donc le but de cette conférence nationale souveraine? Réponse. Bien, le but était d'instaurer la démocratie avec les institutions constitutionnelles démocratiques fortes, trouver des solutions pour la situation économique, politique, sociale, etc. D'apaiser le climat de méfiance, prôner le dialogue dans le pays et aussi libérer les hommes politiques qui avaient été emprisonnés. 9. Quelles sont les initiatives qui avaient été prises lors de la conférence nationale souveraine pour stabiliser le pays? Réponse. On avait mis en place une transition de 12 mois pour mettre en application toutes les recommandations, les actes de la conférence nationale souveraine. Instaurer toutes les institutions constitutionnelles, organiser tout type d'élections. Il avait été mis en place le Conseil national de la République, composé de 153 membres, qui faisaient fi d'Assemblée nationale. Il y avait donc le Premier ministre qui était le chef suprême de l'armée et chef du gouvernement. 10. Quel était donc le bilan de cette conférence nationale souveraine? Réponse. Le bilan fut positif dans les recommandations et les actes qui avaient été pris lors de la conférence nationale souveraine. Les conférenciers ont eu à faire un travail laborieux. Mais dans l'application de ces actes et des recommandations, cela fut un échec. Peuple congolais. Voilà donc résumé très succinctement cette conférence nationale. Donc au vu de ces questionnements, nous pourrons donc projeter l'étude sur la conférence nationale bis qui nous a été proposée par une partie des Congolais comme moyen pour faire évincer M. Denis Sassou Nguesso. Alors, quelle nécessité alors pour la conférence nationale bis? Peuple congolais. Si on se contente de dire que la conférence nationale souveraine avait été un échec, c'est refuser de voir des actes, les recommandations qui avaient été prises et surtout d'ignorer que le Congo avait retrouvé la démocratie par elle, que le Congo avait une constitution impersonnelle. L'exploit
et la réussite de la conférence nationale souveraine ne dépend pas de la pertinence ou non de ses actes, mais plutôt de la moralité de l'homme politique dans l'application de ses actes. Aujourd'hui, une portion des Congolais veut revivre l'expérience de la conférence nationale souveraine. C'est pour cela qu'il l'intitule Conférence nationale bis. Mais on se pose un certain nombre de questions. Les politiciens congolais ont-ils changé 30 ans après la conférence nationale souveraine? Les Congolais peuvent-ils refaire l'exploit de 1991 à l'identique, c'est-à-dire refaire la conférence nationale bis? Nous allons le voir d'abord sur la forme. Faire une conférence nationale bis, le fait même de l'avoir appelée bis, veut dire quoi? Veut dire qu'il faut faire à l'image de la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire qu'il faut faire pour la seconde fois la même nouvelle conférence nationale souveraine. C'est-à-dire qu'il faut faire pour la deuxième fois ce qui avait été fait. À l'identique. Ce qui revient à dire qu'il va falloir, par exemple, que le doyen Hyacinthe Bakanga de 70 ans, que le monseigneur Nkombo, que André Milongo, que Pascal Lissouba, que Yombi Opango, que Tisser Chikaya, que Maswemi, que Bongo Noir, que David Ganao, que Bernard Kolela, que Raymond Damas Ngolo, que Maître Moudileno Masengo, etc., soit présent. Que Sassou renomme lui Sylvain Goma Premier ministre. Que Sassou collabore avec Jean-Michel Bokamba Ngouma pour éviter une grève avec la Confédération Sénégale Congolaise. Bref, peuple congolais, comme vous pouvez le comprendre, cela relèverait de quasi-impossibilité. C'est pratiquement impossible. Donc, la conférence nationale ne peut être une conférence nationale bis. C'est-à-dire, le fait qu'on veut le faire, qu'on veut faire une conférence nationale bis, peuple congolais, c'est pratiquement impossible. C'est un échec. Parce que tous les gens que nous venons de citer, on ne peut pas les avoir. On comprend. Malgré cette ineptie, les Congolais que nous sommes, nous comprenons parfaitement cette métaphore. Pourquoi ils disent bis, on a compris qu'il est question de faire pour une seconde fois une conférence nationale dont l'orientation serait similaire à celle de la conférence nationale souveraine. Nous avons parfaitement compris. Mais nous voulons insister. À ceux qui l'ont intitulé bis, c'est pratiquement impossible. Maintenant, voyons sur le fond. Les politiciens congolais du Parti congolais du travail intoxiqués par la haine, qui sont la source de déstabilisation de la démocratie, ont-ils subi une purge de désintoxication de la démocratie? M. Denis Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir par la voie des armes, qui a enjambé plus de 30 000 morts, qui a commis un génocide dans le Poul, qui a tué cet homme politique, qui a détourné 14 000 milliards de générations futures, qui a causé une crise multisectorielle dans le pays, est-il prêt à répondre aux nouveaux conférenciers et dire une fois de plus, j'assume? Peuple congolais, c'est autant des éléments qui nous permettent d'appréhender la conférence nationale qui va être mise en place.
surtout qu'on veut la faire ressusciter des cendres de la conférence nationale souveraine. Mais un travail a été quand même amorcé, il faut le reconnaître. Parce qu'en date du 20 juin 2019, l'opposition citoyenne congolaise de Paris, composée des membres du groupe de réflexion de Saneli Tambatamba, représentante du Front uni pour la libération et la cohésion nationale au Congo-Brazzaville, Ulrich Tuta, président du Nouveau Congo, Gaston Maougou, apôtre et écrivain, Serge Kaba, président de One Démocratie, Juste Wamba, journaliste indépendant, et bien ses frères et sœurs, ses compatriotes, avaient travaillé durant des semaines, comme jadis en 1988, avait remis à M. l'ambassadeur de la République du Congo à Paris une lettre officielle, le fruit de leur travail, dont l'objet portait sur la tenue d'une seconde conférence nationale souveraine au Congo, comme en 1991. Au-delà des 20 mots que les Congolais peuvent dire ou que les Congolais peuvent raconter, il faut reconnaître qu'au moins, pour la première fois, que la diaspora ou la résistance venait de poser un acte concret, un acte qui concourt à l'orientation de notre combat, comme l'avait fait à son temps Bernard Kolela en 1988 et en 1989, en adressant 2 lettres ouvertes à M. Denis Sassou Nguesso. La lettre envoyée à M. Denis Sassou Nguesso est pour nous considérée comme un début significatif du combat. Ça peut être interprété comme l'image d'un pion dans un jeu de dames. Comme nous vous l'avons dit, la politique c'est un jeu de dames. Il faut savoir poser des pions pour que ces pions deviennent une couronne afin de gagner le match. Alors, ce pion, qui est pour nous cette lettre qu'on a déposée, est-il bien positionné pour notre jeu, pour devenir un pion couronné et nous faire gagner le jeu? Encore des questions dont nous n'avons pas encore de réponse. Alors, quels sont donc les faits contraignants pour cette conférence nationale bis? La seconde conférence nationale au Congo est-elle vraiment une exigence nationale? Voilà déjà une question que les Congolais se posent. Parce qu'en absence de véritables politiques qui tiennent devant le crime social qui s'exécute au Congo, peut-on ne pas voir tous les Congolais se réunir autour d'une seule exigence politique, celle de la tenue d'une conférence nationale au Congo-Brazzaville? Lorsqu'on fait de la politique, il faut avoir des convictions et des conclusions personnelles. Lorsque nous examinons la sphère diasporique, elle renforce la conviction de notre lucidité politique. Car c'est dans la combativité et dans la cohérence que naît l'espoir. Aujourd'hui, ces frères et sœurs nous donnent l'espoir. Parce qu'ils viennent de poser un acte. C'est vrai, un peu de la combativité, un peu de la cohérence, un peu de conviction. Nous pensons qu'il est possible. Parce que jusqu'à preuve de contraire, de tout ce que nous avons étudié jusque-là, comme moyen, nous venons de le dire, que la conférence nationale bis est le moyen jusque-là qui est capable de nous amener à la réussite du combat. Mais sauf que il y a quelques zones d'ombre restent encore. Et c'est ça qu'il va falloir aller élucider pour demander au peuple congolais s'il va falloir faire la conférence nationale souveraine bis. Monsieur Sassou Nguesso
pour avoir compris qu'il n'avait plus de marge de manœuvre pour pouvoir continuer à régner, a créé des conditions d'une crise rampante sur tous les plans. Après avoir façonné l'opposition et la ficelé, Sassou Nguesso a changé de base de son repère de combat. Ses axes sont devenus la diaspora et la communauté internationale. La diaspora, comme nous venons de le dire, morcelée de toutes pièces, combattue dans leurs entrailles, lutte sur deux fronts. Un premier front, c'est celui de l'intérieur, par ses propres membres. Le deuxième, c'est le front porté par M. Denis Sassou Nguesso. Paris est envahi par les agents de M. Denis Sassou Nguesso. La force de combat de la diaspora aujourd'hui est affaiblie. Il faut reconnaître, et nous l'avons dit dans des vidéos précédentes, que M. Denis Sassou Nguesso va déplacer le combat. Ayant déjà maîtrisé l'intérieur du pays, il va chercher à venir étouffer la diaspora, surtout la diaspora de Paris. Eh bien, nous en sommes là. M. Denis Sassou Nguesso a lâché tous les chiens du PCT, de son clan, pour venir à Paris. Non pas pour venir aboyer, mais également pour venir mordre. Voilà pourquoi vous voyez tout ce monde aujourd'hui sont à Paris. Alors la diaspora, soyez prudents. Maintenant, nous allons voir ces faits. D'abord sur le plan institutionnel. M. Denis Sassou Nguesso a piétiné la Constitution pourtant taillée sur mesure par lui-même, foulant aux pieds les serments de fidélité à la République par lequel il a mis en application la dite Constitution pendant 2 décennies. Ainsi, il a organisé un mono-référendum illégal, un changement de Constitution à sa convenance et une élection mascarade, avec un pourcentage faible de suffrages exprimés en sa faveur. Il s'est autoprogrammé gagnant dès le premier tour. M. Denis Sassou Nguesso est-il prêt à modifier la Constitution pour la énième fois? Avec ce que nous venons de dire, M. Denis Sassou Nguesso va-t-il accepter, pendant la conférence nationale souveraine, d'accepter qu'on puisse mettre encore la nouvelle transition, modifier les institutions? Alors, la question reste posée. Parce que pour M. Denis Sassou Nguesso, le ridicule ne tue pas. Il est capable de tout renier, de tout refuser. Parce que pour lui, la honte n'existe pas, pourvu qu'il demeure au pouvoir. Donc, sur cette question, la conférence nationale souveraine bis doit élaborer comment faire partir M. Denis Sassou Nguesso tant qu'il est encore là. Acceptera-t-il de modifier, d'accepter les institutions en place? L'assemblée qu'elle venait de nommer, acceptera-t-il de pouvoir le dissoudre? C'est encore à réfléchir. Sur le plan politique, M. Denis Sassou Nguesso fait face à 3 types d'opposition. Une première opposition marquée par le prolongement de la démocratie défunte des années 1990. Une opposition dont il a tué en majorité les leaders. Cette opposition qui était présente à la démocratie, à la conférence nationale souveraine, qui a mené le pays à la démocratie, dont tous les membres aujourd'hui sont morts. Finalement, cette opposition qui s'est rétractée et qui se retrouve aujourd'hui dans la diaspora. La deuxième opposition a été montée de toutes pièces par lui-même.
dès la reprise du pouvoir. Cette diaspora, elle est composée de l'UPADES, de Ntsasi Mabiala, de Yuki, de Parfait Kolela, et de Uder Mwinda. Voilà autant des partis aujourd'hui qui composent cette opposition qualifiée de opposition républicaine. La troisième opposition, c'est celle composée des anciens ministres de M. Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, n'étant plus dans le gouvernement, le régime de M. Denis Sassou Nguesso, se sont rétractés et puis ils ont formé un mouvement. Ils ont formé un Mouziki. Ce sont les Mounari, les Mirassa, les Boaou, les Mathias Nzan. Là-dedans, on trouve aussi les Moukeke. On trouve là-dedans d'autres Kinyou Michambungu, etc. C'est cette position qu'on appelle l'opposition radicale. Tous les membres de l'opposition radicale et républicaine essaient d'échapper à la stratégie pour ne pas prendre M. Sassou Nguesso dans son propre jeu. Une stratégie pourtant qui ne devrait constituer qu'à agir en commun. Une stratégie pourtant qui devait le mettre en force en faisant l'union, a fait dévancer M. Denis Sassou Nguesso sans aménagement, mais dommage. Ils se sont dispersés. Mais ça a été une stratégie de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pour cette raison, aujourd'hui, certains d'ailleurs donnent un sursis de 2 ans de plus au mandat de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, dans ce tourment, la conférence nationale souveraine, BIS, nous ne pouvons donc plus compter sur l'opposition intérieure. Nous ne pouvons pas compter sur l'opposition radicale et républicaine. Cette conférence nationale souveraine, BIS, aura-t-elle des reins solides pour pouvoir s'en sortir? Parce que non pas seulement qu'elle va faire face à la présidence de la République, mais également à l'opposition. Alors, sera-t-elle capable de pouvoir évincer M. Denis Sassou Nguesso? Voyons les faits sur le plan économique. Qu'il s'agisse de la hausse ou la baisse du baril de pétrole, dont ils pâtissent sévèrement. Le quotidien des Congolais couronné de chômage, de manque de bien-être vital, nourriture, eau, électricité, santé, éducation, ne change pas. En considérant son plan machiavélique, M. Denis Sassou Nguesso attend l'aide sollicitée à Total, à l'ENI, au FMI, à la France. De l'aide d'ailleurs qui tarde à venir. Et M. Denis Sassou Nguesso quémande, sollicite la communauté internationale, fait le harcèlement à la communauté internationale pour la conservation de la tourbière. M. Denis Sassou Nguesso joue actuellement au chantage parce qu'il est asphyxié et M. Sassou Nguesso vit son dernier souffle. La situation économique est catastrophique, dramatique pour le pays. Sassou et son clan comptent parmi les Africains les plus riches du continent, pendant que les Congolais peinent à vivre. En rang serré et discipliné, opposants, mystificateurs, opportunistes, opposants radicaux et républicains, diaspora débravée,
greffés à M. Denis Sassou Nguesso, sont sortis pour se constituer en diplomates parallèles, tantôt en repoussoir, tantôt en perchoir. Et nous en avons vu pendant la période des obsèques du président Pascal Lissouba. Peuple congolais, à cette étape, à ces faits contraignants, où le peuple aujourd'hui est à bout, où le peuple n'a plus de force pour pouvoir mener une résistance. La conférence nationale souveraine BIS a-t-elle des moyens pour organiser cette conférence nationale souveraine? Monsieur Denis Sassou Nguesso va-t-il débloquer des moyens pour organiser cette conférence nationale souveraine dès lors qu'il a demandé de l'aide, qu'il n'en a pas eu? Et il faut vous rappeler en mémoire que la conférence nationale souveraine avait coûté 3,5 milliards de francs CFA. Monsieur Denis Sassou Nguesso est-il prêt encore à débourser cette somme? Voilà encore une autre question qu'on doit se poser si nous voulons avoir la conférence nationale souveraine. Sur le plan militaire, dans la période démocratique, celle de la conférence nationale, jusqu'en 1997, l'armée se donnait à une nouvelle discipline, le respect du processus démocratique. Mais très vite, le changement politique, à partir de 1997, avait modifié l'organisation de l'armée au Congo. On assiste à une triste séparation entre l'armée en charge de la défense du territoire. L'armée apparaît plus comme un élément de souveraineté et la police. Dans cette valorisation de la défense du territoire, on voit émerger plus la police nationale et les services de renseignement en charge de défendre le territoire. Mais les discordances sont fortes actuellement dans l'armée, même si le pouvoir a fortement mbochinisé l'armée. Aussi, l'aménagement de plus de 400 mercenaires composés de Tchadiens, Centrafricains, Rwandais, Congolais du RDC, Angolais basés à Mokola, démontre le caractère malveillant de M. Denis Sassou Nguesso de vouloir mettre à feu notre pays. La démocratie qu'il avait détruite en 1997 est loin d'être restaurée. Peuple congolais, sur ce plan, avec la conférence nationale souveraine BIS que nous voulons faire, avons-nous les moyens pour sécuriser les conférenciers? Parce que nous venons de vous le dire, que M. Denis Sassou Nguesso a déjà 400 mercenaires qui sont déjà à Makola. Alors, quels sont les moyens, quelles sont les dispositions qui sont donc prises pour tenir cette conférence nationale souveraine BIS? Donc, au regard de tout ce que nous venons de dire, au regard de tout ce que nous venons de décrypter, au regard des questions que nous venons de nous poser, on peut encore se poser une autre. La nouvelle conférence nationale souveraine dont nous voulons mettre en place a-t-elle des chances de survivre réellement du centre de la conférence nationale souveraine? Voilà une question. En initiant une telle démarche de la conférence nationale BIS avec les compatriotes
qui avait donné la lettre à M. Denis Sassou Nguesso. On peut leur poser la question de savoir, est-ce que toutes les dispositions, surtout celles de la sécurité des conférenciers, ont-elles été prises? Est-ce que M. Sassou Nguesso a-t-il répondu à la lettre que vous aviez envoyée le 20 juin 2019 pour organiser cette conférence nationale BIS? Est-ce que l'ambassadeur avait réellement transmis la lettre? C'est autant de questions qu'on se pose. Et nous n'avons pas de réponse. Et même quand on regarde, mais comment expliquer que depuis le 20 juin 2019, que l'opposition des citoyens congolaises, composée de ceux qu'on avait dit Célina Tamba, de Ulrich, tout ce monde, qui ont fait une démarche salutrice, sauf que tout ce monde-là n'est plus revenu en charge pour expliquer aux Congolais l'évolution des démarches. Beaucoup de Congolais sont restés, on était convaincus des démarches qu'ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, on est sans réponse au tant de questions qu'on se pose. Et on ne les voit plus. Ils ont tous disparu, dispersés. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors c'est autant de questions qui restent sans réponse et qui nous laissent perplexes et de dire finalement que la démarche n'est pas cohérente. Sinon eux-mêmes, ils n'auraient pas quitté le navire. Alors, pour comprendre la pertinence de cette démarche, puisque nous y croyons jusque-là, nous avons décidé de dresser un tableau comparatif d'évaluation des questionnements. Comme ils ne nous donnent pas des éléments, ils ne nous donnent pas, ils ne nous répondent pas, ben nous voulons faire une comparaison par rapport à la conférence nationale souveraine. Et ceci va nous permettre de savoir si la ligne de la conférence nationale souveraine BIS est encore valable. Alors, peuple congolais, nous vous avons mis ici un tableau comparatif. Alors, ce tableau, comme vous pouvez le voir, il est composé de 5 colonnes. Dans la première colonne, donc, ce sont des questions qu'on s'est donc posées. La deuxième et la troisième, en fait, ça c'est pour la conférence nationale souveraine de 1991, qui est donc en vert. Et la quatrième et la cinquième colonne, qui sont en rose, ça c'est pour la conférence nationale BIS de 2020 ou bien en 2021, on ne sait pas réellement. Alors les questions sont, quand il s'agira de oui, ils sont cochés en bleu, que ce soit pour la conférence nationale souveraine, que ce soit pour la conférence nationale BIS. Et les non sont cochés en rouge. Alors nous nous sommes posés 28 questions. D'abord, les initiateurs de la conférence nationale. Est-ce que c'est le président, c'est la diaspora, c'est l'opposition, c'est le syndicat qui initie la conférence? En ce qui concerne la conférence nationale souveraine, nous avons coché, et la conférence nationale BIS, nous avons aussi coché. Concernant les raisons de la conférence, qu'est-ce qui a poussé, quelles sont les raisons qui puissent faire qu'on puisse faire la conférence nationale? Est-ce que c'est des raisons politiques, économiques, sociales ou de sécurité? Nous avons également répondu. Quels sont les animateurs de cette conférence nationale? Est-ce que c'est les membres du PCT ou les autres conférenciers? Est-ce que c'est eux qui vont animer les commissions ad hoc? Nous avons répondu également. Le lieu où va se tenir la conférence nationale, est-ce que c'est à Brazzaville ou bien à l'étranger? Nous avons répondu également. Quels sont les participants à ces conférences? Est-ce que c'est les Congolais de l'étranger ou les Congolais de l'extérieur qui vont avoir droit de participer à cette conférence nationale BIS? Donc nous avons répondu en même temps pour les deux. Nous avons voulu connaître à la fin quelles sont les recommandations qui vont être prises. Est-ce que c'est des actes? Nous avons répondu.
Quel est donc le but de tenir une telle conférence? Est-ce que c'est pour amener la paix et la sécurité? Est-ce que c'est pour des raisons financières, économiques? Ou c'est pour restaurer la démocratie? Ou c'est pour restaurer les institutions démocratiques? Nous avons répondu à toutes ces questions. Nous avons voulu connaître comment va se faire le suivi de cette conférence. Est-ce qu'on va mettre une transition ou tout de suite après on va faire un gouvernement d'union nationale? Nous avons répondu à toutes ces questions. Alors, quels ont été les déclencheurs de cette conférence? Est-ce que c'est l'appui de l'extérieur? Par exemple, la réunion de Bâle pour la conférence nationale souveraine? Est-ce que c'est compte tenu de la pression de la diaspora? Est-ce que c'est compte tenu de la pression de l'opposition interne? Nous avons posé toutes ces questions et nous avons répondu. Nous avons posé aussi des questions sur la sécurité de la conférence nationale. Elle va être faite par qui? Par l'armée, la gendarmerie ou bien des milices? Nous avons posé la question sur la sécurité des conférenciers. Quelle garantie pour la sécurité des conférenciers? Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso va-t-il rester le chef suprême pendant la conférence? M. Denis Sassou Nguesso va-t-il accepter qu'on puisse mettre de nouveau des commissions d'assassinat pour examiner tous les assassinats qui ont eu au pays? Toutes ces questions ont été posées. M. Sassou va-t-il accepter qu'on puisse mettre des commissions de biens mal acquis avec l'argent qu'ils ont volé? C'est autant de questions qu'on s'est posées et nous avons répondu. Il y a des oui, il y a des non. Tant pour la conférence nationale souveraine, tant pour la conférence nationale bis. Les résultats ont été les suivants. Concernant la conférence nationale souveraine, il y a eu 25 oui sur 28 et 3 oui et 3 non sur 28, soit un pourcentage de 90% de oui et 10% de non. S'agissant de la conférence nationale bis, il y a eu 14 pour le oui qui représente 50% et 14 pour le non qui représente 50%. Peuple congolais. À la suite donc de l'analyse de ce tableau, que vous pouvez voir, qui est donc ici, ça nous a permis de comprendre les démarches, ou bien de faire une projection pour la tenue de la conférence nationale bis qui nous a été proposée. Alors donc, je disais, à la suite de l'analyse de ce tableau, nous pouvons dire que l'avènement de la conférence nationale bis ne sonnera pas l'interruption de ce processus de consolidation du pouvoir autocratique devenu absolu de M. Denis Sassou Nguesso. Le régime de M. Denis Sassou Nguesso, bien qu'il se trouve fortement décrié, des langues se délient pour dénoncer les 23 années de règne de l'impunité et de détournement des deniers publics au profit d'un clan depuis 1997. M. Denis Sassou Nguesso n'hésite plus à ajouter une dose de stalinisme dans la coloration de sa pratique autocratique du pouvoir. Culte de personnalité avec le PCT, l'absence des institutions démocratiques fortes, génocide dans le pôle, concussion, vol, viol, l'élimination systématique des opposants, des purges pour juger des réactionnaires dans des procès déjà joués d'avance. Peuple congolais, les hommes passent, mais le pays reste. Les nouvelles générations ont besoin d'être éclairées. C'est pour cette raison, au lieu d'être intimidés par des difficultés d'écrire sur des questions aussi sensibles au regard des passions qu'elles cristallisent, nous avons choisi, en ce qui nous concerne, d'apporter notre contribution à travers des vidéos que nous sommes en train de mettre, fût-elle insignifiante. Nous devons appartenir aux générations des patriotes intègres, qui, vêtus des costumes de l'objectivité, traitent les questions de l'État
dans l'âme, dans le seul souci de l'intérêt général. Nous devons cesser de reproduire le schéma du passé, sortir de la binarité ethno-régionaliste du nord-sud, Mboshi-Bakongo, qui empoisonne notre marche vers le progrès. Une marche qui ne pourra se réaliser que dans l'autonomie des régions. Ce qui nous permettrait de prendre une distance avec des faits devant certains intellectuels, historiens comme Théophile Obenga, qui, comme des nourrissons au refus de servage, s'accrochent aux dividendes de l'homme politique qui est M. Denis Sassou Nguesso, en colportant des versions officielles empreintes de mensonges. Nous pensons qu'en politique, avoir raison ne suffit pas. La sagesse doit prévaloir et surpasser les passions. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les va-t-en-guerre. Il ne faut pas suivre des leaders politiques sans sagesse. Il ne faut pas suivre des leaders occasionnels. Il ne faut pas suivre des leaders qui se forment dans des réseaux sociaux. Parce que tous ces leaders ressemblent à des chauffards éméchés qui posent des actes sans réfléchir à leurs conséquences négatives, mettent le peuple en danger et provoquent des guerres civiles inutiles. Dans l'état de pauvreté qui est notre pays, les guerres civiles sont des vices que nous devons jamais nous permettre. La défense de la Constitution de 15 mars 1992 aurait pu se passer du sang de nos compatriotes sacrifiés sur l'autel de la cupidité politique. Dire aux meneurs d'hommes et surtout à ceux qui trompent dans la politique politicienne que leurs personnages et leurs ambitions, soient-elles nobles, ne sont pas au-dessus des vies sacrées des concitoyens. L'action politique, dans sa noblesse, demande que tout règlement de conflit se passe sans effusion de sang, car aucun problème n'est aussi grand et insurmontable pour qu'on puisse le résoudre par les armes. Le cas de force majeure ne sont pas légion et non plus insolubles. Nous en appelons à la sagesse pour que toutes les radicalités qui conduisent à la guerre civile n'aient plus cours dans notre pays. M. Denis Sassou Nguesso, en entretenant les rebelles qui sont à Makola, devrait savoir les responsabilités qu'il incombe. M. Sassou Nguesso doit savoir qu'un jour à l'autre, il répondra au peuple congolais. Les faits historiques, dramatiques sont très têtus. Il faut que M. Denis Sassou Nguesso le sache. Ils ont l'habitude de se répéter lorsqu'on les oublie ou lorsqu'on n'en tire pas de leçons. Mais les leaders politiques devraient s'accommoder à certaines vertus fondamentales qui devraient donner l'image que nous voulons de notre pays. Loin des vertus acquises dans la famille, à l'école, dans la société, à l'église, les politiciens ne peuvent se disculper de certaines vertus qu'ils doivent avoir. Voilà pourquoi les leaders politiques doivent avoir 3 vertus qui reviennent dans la vie. C'est le temps, les mots, les opportunités. 3 vertus à ne jamais perdre. La patience, l'espoir, la dignité. 3 vertus moins fiables du monde. Le pouvoir, la fortune, la prospérité. 3 vertus qui définissent une personne. L'honnêteté, le travail, les résultats. 3 vertus qui détruisent une personne. L'hypocrisie, l'orgueil, la colère.
3 vertus de valeur pour une personne. La sincérité, l'engagement, la cohérence et 3 vertus qui valent plus que toute autre. L'amour, les principes, la confiance. Peuple congolais, pour terminer. Après que les leaders congolais soient sortis de l'école du caméléon, nous ne pouvons plus refaire les mêmes erreurs et subir les mêmes conséquences. Certes, nous venons de voir la nouvelle conférence nationale est à ce jour le moyen le plus stratégique de tous les moyens que nous avons étudiés jusque-là. C'est-à-dire manifestation de la rue, les coups d'État, des grèves, des dialogues nationaux, participer à l'élection présidentielle 2021, etc. Eh bien, la conférence nationale souveraine BIS est le seul moyen qui dispose un pion dans le jeu. Faut-il qu'il reste pour gagner notre combat. L'analyse des données de tableau comparatif, d'évaluation, de questionnement que nous vous avons présenté nous permet de dire, avec 50% de oui de la nouvelle conférence nationale BIS, elle ne peut inopportunément se substituer à la conférence nationale souveraine qui, elle, a 90%. Voilà l'analyse et l'interprétation que nous pouvons donc apporter de ces tableaux. En somme, tant sur la forme que sur le fond, la conférence nationale BIS ne peut être retenue comme le moyen efficace et efficient pour notre combat. Si les critères de lieu et de sécurité, qui sont fondamentaux, ont fait défaut dans l'organisation de la conférence nationale BIS, que deviendrait cette conférence nationale BIS si elle se tenait à l'étranger? On sait aujourd'hui que c'est dans l'axe de la communauté internationale que les Congolais devraient orienter le combat. Ce qui nous amène finalement à étudier la conférence nationale BIS version internationale. Alors, ceci nous amène facilement à comprendre, à étudier la conférence nationale ou la conférence internationale. La conférence internationale est le dernier moyen proposé par les Congolais pour notre combat. La conférence internationale, du fait qu'elle soit organisée hors du Congo et sous l'égide des Nations Unies, on se pose la question: constitue-t-elle un moyen efficace et efficient pour notre lutte? C'est toujours la même question qu'on se pose comme les autres. Peut-elle avoir réellement des répercussions à l'intérieur du pays? Peut-elle faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Pour quand? Où? Pour qui? Comment cette conférence va-t-elle s'organiser? La conférence internationale est-il aujourd'hui le moyen qui a des pions dans notre jeu des dames? Eh bien, les réponses à toutes ces questions vont donc faire l'objet de la prochaine vidéo. En sorte, dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de la conférence internationale. Merci. Partagez la vidéo. tufatikiri mukorere na korela katutabu tukukorelako yeba mfumu kugongo bateleta seno chikorela
vungu chikorera kukongo kachena kani mpashiko ngonda zole mamba kani seno chikorera ngonda kumiguro kani seno chikorera bakongo seno chikorera langaye seno chikorera na wenze seno chikorera konte noire seno chikorera ilufasi gatara ngombote gatara nzati mbwama bamfumu chinchete mpashi yepilufasi izata salusambwe amfumu nzambi yeba mfumu kukongo bateleta senu